Vainqueur. Liban, pour la 3e journée consécutive, nouveau raid israélien sur Beyrouth. Enfin, une greffe inédite dans le cerveau qui pourrait servir au traitement de la maladie de Parkinson. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un dimanche sportif tricolore, beaucoup de bleu, de blanc, de rouge, on vous l'a dit dans Stade 2, et un peu de jaune aussi. Ce jaune définitivement endossé par Bernard Hinault au terme de la dernière étape. Une étape qu'il a lui-même gagnée au sprint, mais devant les plus grands, les meilleurs spécialistes en la matière, qui tous voulaient s'adjuger la première place de l'étape prestigieuse par excellence, celle des Champs-Élysées. Alain Vernon. Le 69e Tour de France a vécu. Les coureurs, qui ont passé beaucoup de temps en voiture, en train, voire en avion, se retrouvaient pourtant sur les Champs-Élysées pour la 21e et dernière étape, fidèle à la tradition. Une arrivée en forme d'apothéose où chacun veut l'emporter, imprimant pour cela une allure toujours très rapide. Mais l'arrivée, c'est l'affaire des plus forts, des sprinters donc. Et là, Bernard Hinault a démontré qu'il savait gagner autrement que dans les contre-la-montre. Une victoire en puissance du maillot jaune qui remporte ainsi son 4e Tour de France. Bernard Hinault réalise donc le doublé, Giro Tour de France. Il rejoint ainsi dans la légende Fausto Coppi, Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Bernard Hinault a reçu aussi l'hommage du peuple de Paris, moins nombreux c'est vrai et moins enthousiaste que l'an passé sur les Champs-Élysées, comme quoi ce Tour 82 a connu c'est vrai une sérieuse chute de popularité. Comme en 81, Edwige Avis, ministre des Sports, moins outré semble-t-il par la publicité, remettait souriante le vase de Sèvres au champion qui lui demeure toujours un sandwich publicitaire. Hinault, grand champion, c'est vrai, mais aussi nouveau riche du sport français. Heureux, vous allez voir dans quelques instants, d'embrasser sa femme Martine. De notre amie Martine, déléguée de la grande équipe Merlin. Alors qui pourra battre Bernard Hinault en 83? Tout le monde se pose déjà la question, mais aussi sur quel type de tour, celui de cette année ayant été un petit peu contesté parce que trop morcelé. C'est une question que Pierre Salviac a posée à l'un des organisateurs du tour, Félix Lévitan. Le Tour de France 83, ce qu'il sera, je crois d'ailleurs déjà avoir un peu défini ses contours. Je pense que nous allons tenter, pour en faire une expérience et pour répondre à vos vœux d'ailleurs, d'éviter les grands transferts, sauf peut-être un pour nous rapprocher au maximum de la capitale. Je crois aussi que nous allons tenter de rester dans les limites de l'Hexagone, pour une fois, pourquoi pas. Et puis ça nous donnera l'occasion, comme ça, de nous expatrier une autre année. Mais finalement, vous voyez que nous ne sommes pas particulièrement entêtés, que nous lisons, écoutons ce qui s'écrit et ce qui se dit, et que nous retenons ce que nous croyons devoir retenir. Mais surtout, nous voulons faire la démonstration de notre bonne volonté. Et si après tout, la démonstration est faite que les transferts servent le Tour de France, je suis convaincu que les journalistes qui suivent le Tour de France auront à cœur de dire la vérité et d'en appeler désormais de nouveau aux transferts. Originalité du prochain Tour de France, il part de Paris, je crois. Pratiquement de Paris. Il part du Val-de-Marne, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Paris, c'est vrai. Nous y resterons d'ailleurs 3 jours, c'est déjà prévu. Nous y aurons une présentation, un prologue et une première étape qui va très largement utiliser les routes du Val-de-Marne. C'est dire que, en fait, c'est du cœur de Paris, ou presque, en tout cas de la région parisienne, que le Tour de France 83 va partir. Et vous nous avez promis un Tour de France Open. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous allons tenter, et nous pensons réussir, nous allons tenter de rassembler les meilleurs coureurs du monde, qu'ils soient professionnels ou amateurs, si possible à parité pour que les amateurs puissent s'exprimer valablement, qu'ils ne soient pas étouffés. S'il n'y a qu'une ou deux équipes, évidemment, ce n'est pas possible. Nous sommes convaincus, par conséquent, nous sommes convaincus que ce Tour de France Open va donner une nouvelle dimension, au Tour de France. Est-ce que cela veut dire que dès l'année prochaine, on reverra le Tour de France disputé par équipe nationale? Non, on reverra pour partie des équipes nationales, puisque aussi bien les équipes amateurs sont toutes nationales. Mais il y aura, je pense, ce ne sera pas le mariage de la carpe et du lapin, mais je pense que ce sera un mariage harmonieux entre les professionnels qui seront regroupés, comme ils le sont actuellement, en équipe de marque, et les amateurs qui se présenteront sous la bannière de leurs nations respectives. Hinault vainqueur, c'était le premier cocorico de la journée. Un autre avec la victoire de l'équipe française au championnat du monde d'épée à Rome. Un troisième enfin avec le tir groupé des Français.
toutes marques confondues, Renault, Ferrari, au Grand Prix de France du Castellet, tout le monde y trouve son compte, et Renault parce qu'ils ont gagné avec Arnoux devant Prost, et les Ferrari parce que Pironi, troisième, s'installe très confortablement en tête du championnat du monde des conducteurs. Jean Mamère. Arnoux, Prost, Pironi, Patrese, Piquet, Tambay, tout le monde est bien parti. Seul reste sur sa ligne l'un des derniers qualifiés, le Français Jean-Pierre Jarier. Embrayage cassé, la course s'arrête là. Les Brabham, comme celle de Patrese qui double ici Arnoux, sont partis avec des pneus tendres et un réservoir à moitié vide. C'est une tactique, elles vont plus vite, mais elles devront ravitailler. Peu avant cette opération, la voiture de Patrese explose, imitée 10 minutes plus tard par celle de Piquet, son compagnon d'écurie. Alors attendons le prochain Grand Prix pour apprécier l'efficacité du procédé. Arnoux devient leader et passe outre les consignes de laisser gagner Prost, mieux placé que lui au championnat du monde. Arnoux remporte son premier Grand Prix de la saison. Alors, Arnoux ou Prost, Prost ou Arnoux, seul l'avenir dira qui a eu tort ou raison. Une seule chose est sûre, le grand bénéficiaire de la lutte, c'est Didier Pironi. Un accident quand même qui aurait pu être grave. La voiture de Jochen Mass est sortie. Dans la foule, il y a eu 12 blessés, mais qui ne sont pas gravement atteints. Voilà pour l'activité sportive. En France, bien sûr, toujours les suites des attentats de la semaine. Les hauts responsables de la police se refusent ce soir à commenter leur réunion d'urgence hier. On sait simplement que les enquêteurs ont retrouvé la fameuse Talbot bleue, vraisemblablement conduite par les auteurs de l'attentat contre Fad El-Dani. D'ailleurs, une nouvelle manifestation de protestation cet après-midi à Paris contre cet attentat. La CFDT entend même organiser une vaste protestation populaire contre tous les attentats. Quant à l'explosion du pub Saint-Germain revendiquée par le groupe Orly, eh bien, le comité de défense de la cause arménienne l'a condamné. Liban, dégradation inquiétante de la situation militaire. Pour la 3e journée consécutive, les Israéliens ont encore bombardé Beyrouth. Pour hier, la gauche libanaise faisait état de 51 tués ou blessés. L'aviation israélienne interviendra systématiquement à Beyrouth-Ouest, a dit la télévision de Jérusalem. Et pendant ce temps, le négociateur américain Philippe Habib poursuit sa navette de ville en ville. Il est en ce moment même à Rome, il ira ensuite à Londres et il rencontrera le roi Hussein de Jordanie. La situation à Beyrouth avec Bruno Albin. Cet appareil israélien a été détruit par la DCA syrienne, comme le montrent ces images de la télévision de Damas. C'est le premier avion israélien abattu depuis le début de la guerre. C'était hier, au cours d'une attaque lancée par l'aviation israélienne, à la faveur de laquelle 3 batteries de missiles SAM-8 de fabrication soviétique ont été détruites par les bombardiers israéliens. Par ailleurs, l'aviation israélienne a poursuivi aujourd'hui ses raids sur Beyrouth-Ouest. Ces attaques et la riposte des combattants palestiniens font partie du quotidien dans la capitale assiégée. Les Israéliens ont fait savoir qu'ils bombarderaient systématiquement les objectifs militaires de Beyrouth-Ouest afin de protéger les forces déployées autour de la capitale libanaise. C'est dans ce climat de guerre que Béchir Gemayel, le chef des forces libanaises, a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle libanaise. Béchir Gemayel s'est déclaré disposé à accepter une présence palestinienne civile au Liban, au cas où les Palestiniens ne trouveraient pas d'autre endroit où aller, mais en aucun cas, a-t-il précisé, il ne pourrait s'agir d'éléments palestiniens armés. Ce matin, le cabinet israélien se réunissait comme tous les dimanches dans l'attente de la rencontre avec Philippe Habib demain. Et certains commencent à dire que ses membres sont divisés quant au choix à faire pour Beyrouth. De plus en plus, les observateurs parlent même d'enlisement de la position militaire israélienne. Nous rejoignons là-bas Pierre Serra. Pas s'ils conviennent précisément pour qualifier la situation militaire israélienne au Liban et vis-à-vis des Syriens. En fait, on a l'impression ici, le sentiment que l'on n'a plus tout à fait les coups des franches et que l'on n'a pas tout à fait la situation en main comme au départ. Et à cet égard, on enrage parce qu'on pense que le temps qu'on passe à négocier, des négociations jusqu'à présent stériles par les Israéliens, eh bien ne joue pas ce temps en faveur de la politique israélienne. Alors on est inquiet. Cette inquiétude se manifeste par la reprise massive des bombardements sur Beyrouth qui ont 2 objectifs, vous le savez. D'abord, punir, c'est ce que dit la presse israélienne ce matin, les Palestiniens, les actions qu'ils tentent sur les flancs de l'armée israélienne, et ensuite et surtout rappeler aux négociateurs que l'option militaire, eh bien, n'est pas écartée. Ce qui est sûr aussi, c'est que pour une armée réputée pour ses actions éclairs, eh bien actuellement la patience est une vertu à rude épreuve, à un moment où même les dirigeants israéliens semblent accepter difficilement d'attendre les va-et-vient impromptus de M. Philippe Habib, le négociateur américain, qui sera d'ailleurs de retour ici en Israël que mardi soir et qui risque de ne rien rapporter du tout.
Des techniciens français ont-ils aidé la marine argentine à fixer des missiles Exocet sur les super étendards pendant la guerre des Malouines? Eh bien, c'est ce qu'affirmait ce matin l'hebdomadaire britannique Sunday Times. Faux, a répondu tout à l'heure Charles Hernu sur France Inter. Il n'y a pas de double langage de la part de la France. Une base aérienne du Zimbabwe attaquée à l'aube, pas de précision pour le moment sur l'agresseur. On peut quand même noter que 5 touristes étrangers ont récemment disparu dans le pays. En Chine, un détournement d'avion, ce qui arrive très rarement sur les lignes intérieures entre Xi'an et Shanghai. 5 jeunes Chinois auraient tenté de détourner l'appareil sur Taïwan, l'ancienne Formose. Les 5 pirates de l'air ont été arrêtés. Et puis, au Japon, le bilan des inondations dont je vous parlais hier dans le sud du pays s'est encore alourdi. On compte les morts par dizaines et peut-être même par centaines. François Cornet. Il y a une dizaine de jours encore, dans cette île de Kyushu, la plus méridionale de l'archipel japonais, on s'inquiétait des conséquences d'une sécheresse exceptionnelle qui persistait en pleine saison des pluies. Depuis vendredi soir, dans la région de Nagasaki, les inondations dues aux pluies torrentielles ont fait 152 morts, 83 blessés, et l'on craint le pire pour les 200 personnes portées disparues depuis 2 jours. Au total, quelques 30 000 habitants ont été touchés par cette catastrophe, la plus grave depuis les inondations de 1957 dans cette même région où près d'1 millier de personnes avaient trouvé la mort. Ce soir, le front de pluie s'est éloigné vers le nord-est, mais la région de Nagasaki, à l'heure des bilans, est en état de choc. Des milliers de sans-abri, les principales voies de communication routières et ferroviaires coupées, ainsi que l'électricité, le gaz ou le téléphone, et de grosses difficultés pour s'approvisionner en nourriture. Un désastre naturel dans lequel, disent les spécialistes, l'homme, au Japon comme ailleurs, a sa part de responsabilité. L'urbanisation, le déboisement des forêts, du béton à la place des voies naturelles de l'écoulement des pluies, et un jour, la nature réagit. Enfin, dernière information en provenance de l'étranger, de Suède, cette étonnante greffe réalisée sur un cerveau humain, greffe de cellules qui venaient d'une autre partie du corps du malade. Alors, but de l'intervention, essayer de contribuer à la guérison de la maladie de Parkinson. Mais Martina Regnault, vous ne souhaitez pas donner de faux espoirs aux malades. Alors, non. Oui, racontez-nous. Tout d'abord, il faut dire que c'est une première mondiale qui a déjà 2 mois d'existence. Il faut donc garder autant de sérieux et de discrétion que les auteurs qui n'ont pas voulu parler aux radios et aux télévisions, mais qui ont publié dans une revue scientifique. Alors, on s'attendait à ce phénomène depuis déjà un certain temps, puisque en novembre 81, je vous ai fait une revue de presse un peu historique et express avec Le Matin, Le Figaro, Le Quotidien du Médecin et Libération. On savait qu'ils étaient prêts et qu'ils surtout ils avaient reçu de leur comité d'éthique de l'université le droit de faire cette opération. Donc depuis novembre, nous sommes prêts. J'avais moi-même téléphoné au docteur Backlund qui a fait cette opération pour lui demander quand il la ferait. Il disait que depuis Noël, c'était possible. Alors cette opération? Alors, il y a 2 mois, il a pris la décision. Alors, je vais vous demander de regarder ce schéma. Normalement, les malades atteints de la maladie de Parkinson ont un problème. Dans leur cerveau, ils ont des cellules qui sécrètent des substances qui permettent aux cellules nerveuses de communiquer entre elles. Or, cette substance, en l'occurrence la dopamine, leur fait défaut ici, ce qui provoque chez eux des désordres que l'on connaît bien, qui finissent par une paralysie complète, qui provoquent des tremblements et des troubles moteurs de façon générale. Alors, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le corps humain, il y a 2 endroits qui fabriquent cette substance qui est absente ou insuffisante ici. C'est le cerveau d'une part, et deuxièmement, les capsules surrénales que nous avons représentées un peu grossies ici pour la commodité du schéma. Et le docteur Björklund a pensé que, puisque les médicaments qui remplaçaient la dopamine ne marchaient pas toujours très bien, on pouvait envisager de prendre des cellules qui sécrétaient ici la dopamine et de les transporter dans le cerveau, c'est-à-dire d'injecter là-haut ces cellules. Alors, je vous ai représenté ceci ici. Ils ont pris les 2 tiers des cellules surrénales et ils les ont injectées ici. Alors, il y a la place pour le faire. Ceci, apparemment, marche assez bien. Ils ont ajouté des petites particules métalliques pour pouvoir, à la radio, suivre le tout. Et au bout de 2 mois, ils disent, nous avons réduit les médicaments. Nous n'avons pas, encore sur l'homme de 50 ans que nous avons opéré, de résultats spectaculaires. Mais il ne va pas plus mal qu'avant. Il y a plutôt un petit mieux.
Opération audacieuse, quand même. Alors, très audacieuse, parce qu'on est à la limite de l'expérimentation humaine. Le cerveau accepte plus facilement que d'autres tissus les greffes. Néanmoins, il s'agit du cerveau humain, et vous comprenez bien que si l'on se trompe, c'est encore plus grave qu'ailleurs. Alors justement, les espoirs... les espoirs sont énormes, mais il faut être très prudent, on nous l'avait dit en commençant. Évidemment, espoir pour les parkinsoniens qui sont rebelles au traitement chimique. Et il y en a ils sont assez nombreux. Pour eux, c'est un espoir direct. Si cela marche, ils sont directement profiteurs. Et il y a un espoir beaucoup plus lointain pour tous les malades du système nerveux dont on a toujours dit qu'il n'y avait pas de traitement et qui ont peut-être une autorisation là de voir dans quelques années, peut-être plusieurs décennies, une possibilité. Alors jusqu'à présent, on n'en donnait aucune. Et à votre sens, peut-être quelques réserves quand même? Alors, en tout cas du recul, il n'y a que 2 mois. Ils parlent d'un léger mieux, ils sont eux-mêmes très prudents, ils ne veulent pas parler. Pour l'instant, ils ont eu l'autorisation de faire des greffes sur 10 parkinsoniens. Je crois qu'il faut, comme les Suédois, savoir attendre. Politique maintenant, avec ces propos de Pierre Bérégovoy au Nouvel Observateur. Vous allez voir, après l'électrochoc du blocage des prix et des revenus, la confiance renaîtra. Pour le ministre des Affaires sociales, les responsables des UE et du défilé du 14 juillet sont des éléments durs du RPR. Enfin, la CGT souhaite aujourd'hui, par la voix de Louis Vianney, qu'il a dit dans Sud-Ouest, que le gouvernement agisse plus fermement sur les prix. Demain, à l'Assemblée, la loi électorale pour les municipales en débat. Jean-Michel Mercurol vous dit ce qu'est le projet du gouvernement et dans quel esprit il a été préparé. Cette loi électorale des municipales 83 répond à un double impératif. Dégager des majorités stables pour administrer les communes, donner en même temps aux minorités une représentation dans les conseils municipaux. Le gouvernement a donc retenu des élections à la proportionnelle corrigée par une règle majoritaire. Concrètement, la liste qui obtient au premier tour la majorité absolue reçoit d'office la moitié des sièges. L'autre moitié est ensuite répartie proportionnellement entre toutes les listes ayant plus de 5% des voix, y compris celle qui est majoritaire. Si aucune liste n'atteint la majorité absolue, il y a un deuxième tour. Seules les listes ayant obtenu au premier tour 10% des suffrages exprimés pourront se représenter, partie des autres listes pouvant fusionner avec elles. La liste en tête au deuxième tour obtient la moitié des sièges, l'autre moitié étant là aussi répartie proportionnellement entre toutes les listes, y compris celle qui est en tête. Autrement dit, la liste majoritaire est assurée d'obtenir dans tous les cas une majorité confortable. Ainsi, la représentation des minorités n'a pas pour effet de rendre ingouvernables les conseils municipaux. Jusqu'ici, le projet du gouvernement s'applique aux communes de plus de 5000 habitants. Paris et Marseille n'étant pas concernés par cette loi, un texte particulier leur sera appliqué dans l'intention de rapprocher l'administration municipale des citoyens. Nous tenons à être fidèles à nos engagements. Notre engagement, c'était d'introduire la proportionnelle dans les élections, notamment dans les élections locales. Nous le faisons. Mais nous pensons que la démocratie a 2 exigences. D'une part, la représentation de la diversité du pluralisme français. D'autre part, l'efficacité. Il faut donc conserver un correctif majoritaire au système proportionnel. En réalité, ce système va être changé parce que ça arrange les opérations conjointes du Parti socialiste et du Parti communiste. C'est une opération qui est purement politicienne, que l'on habille en disant qu'on va généreusement donner une représentation aux minorités. Mais en prenant d'ailleurs toutes sortes de précautions pour que les petites formations politiques, précisément, n'aient aucune représentation. Alors c'est une illusion, c'est une espèce de mensonge, et je pense que dans ces conditions-là, on ferait beaucoup mieux de conserver le scrutin actuel. Notre enquête ce soir sera réservée à une initiative dont nous vous avons déjà parlé, mais qui prend de l'ampleur aux États-Unis. De plus en plus inquiets par les risques de la guerre mondiale, mais aussi par une possible explosion sociale, un certain nombre de citoyens américains se réfugient dans les montagnes du Colorado ou bien en Floride et se préparent, vous allez le voir, à un bien étrange mode de vie. C'est un reportage que nous propose Alain Cancès. Le mont Cheyenne dans le Colorado. À l'intérieur de cette montagne, le NORAD, le commandement en chef de la défense aérienne du territoire américain. Au bout de ce tunnel, les hommes qui seraient les premiers à savoir et à agir en cas de guerre nucléaire. Et en raison de ce voisinage, les habitants du Colorado se disent qu'ils pourraient bien être les premières victimes en cas de guerre nucléaire.
C'est peut-être pourquoi ici a pris naissance un mouvement qui maintenant se développe à travers tous les États-Unis, les survivalistes. Ce mouvement a des aspects multiples, mais tous ses adeptes ont une ambition commune, survivre quoi qu'il arrive. Jeff, par exemple, un faux hippie de 33 ans, vient de passer 18 mois à construire de ses mains, avec la seule aide de sa femme, son abri personnel anti-atomique, à 4 mètres sous terre. Des mois de nourriture déshydratée, des milliers de litres d'eau dans le plafond, de l'essence pour un petit générateur, un système de filtrage d'air et même une radio pour connaître la suite éventuelle des événements, Jeff a tout prévu. Même le fait que certains de ses voisins moins prévoyants pourraient tenter de s'emparer de son capital de survie. Dans ce cas, ils n'ont pas à s'inquiéter de mourir de mort nucléaire. Je ne suis pas part d'une organisation paramilitaire. Mais j'ai des armes, et j'ai des amis qui ont des armes. Et je pense qu'entre nous, nous pourrons protéger en cas de besoin nos familles et nos biens. Tout autant que de la guerre nucléaire, et peut-être plus encore, beaucoup d'Américains ont très peur d'une catastrophe économique. Ils redoutent un effondrement qui aurait pour conséquence de terribles troubles sociaux, accompagnés de violences, d'émeutes, voire de famine. Des images comme celle des émeutes de Miami il y a 2 ans les ont beaucoup marqués. C'est le cas des Chappell, un couple de Colorado Springs. Je nous considère comme des survivalistes économiques. Cela veut dire que si quelque chose arrivait au dollar, eh bien nous aurions quand même la moyen de survivre. Nous aurions de la nourriture et d'autres choses à négocier. L'arme secrète des Chappell pour leur survie, leur stock de nourriture déshydratée. 1 an pour 2 au minimum dans leur cave. Quant à l'eau nécessaire, Madame Chappell a tout prévu. D'utiliser au besoin celle des waterbeds, ces lits à matelas d'eau qui font fureur au Colorado. Mais plus que tout, pour les Chappell, leur stock de nourriture est un moyen d'échange. Cet homme à côté de notre voisin, il a quelque chose, il a une piscine, il a de l'eau. Eh bien, tout le monde a quelque chose à échanger. Nous échangerons avec eux. Survivalistes, les Chappell ont gardé l'esprit pratique. Forte de son expérience, Madame Chappell a créé un commerce de nourriture déshydratée. Larry, un mormon d'une 40aine d'années, père de 7 enfants. Avec son frère, ils ont fondé une école de survivalistes. Leur idée est réapprendre à ceux qui le veulent les techniques les plus simples, celles des hommes des temps passés. L'art, par exemple, avec quelques branchages et une pierre, de construire un piège rudimentaire. Ridicule, sait-on jamais. Une montre quartz au poignet, Larry s'entraîne à la technique la plus primitive pour faire du feu. Et ils sont des milliers à suivre son exemple. Juste pour le cas où. Tant de gens stockent de la nourriture, des armes et bien d'autres choses. Ils espèrent ainsi échapper à leur peur. Mais nous pensons que si ces gens savaient ce que nous savons, eh bien ils n'auraient plus peur du tout. Colorado Springs. Propriétaire d'une armurerie, M. Brent est le patron de l'un des groupes survivalistes les plus importants et les plus mystérieux de la région. Le groupe de M. Brent comprend 400 chefs de famille représentant plus de 1500 personnes. Ces 400 ne se connaissent pas entre eux. Par mesure de précaution, seuls Brent et son fils connaissent leur nom et leur numéro de téléphone. Mais tous sont chez eux, comme M. Brent, des armes, des munitions, un peu d'or et d'argent, des stocks de nourriture, des médicaments et une tenue de combat. Le jour venu, M. Brent a tout prévu. Nous aurons une réunion ici, dans cette boutique. De ce point, nous partirons en masse et nous ferons mouvement vers nos camps de base.
Nous serons en masse pour nous protéger. Tant que nous serons en mouvement, nous adopterons une stratégie militaire, un type de société militaire. Dès que nous arriverons au camp de base, nous reviendrons à la démocratie. Nous élirons notre conseil. Nos maîtres feront leurs écoles. Nos forgerons feront leur travail. Et nous vivrons comme une communauté. Si nous sommes attaqués par des étrangers, alors nous reviendrons à une formule de société militaire. Ces camps existent bien, même si M. Brent refuse de les montrer. Le patron des survivalistes du Colorado a même prévu de s'y rendre, à pied ou à cheval, pour le cas où les mouvements de troupes et l'exode des réfugiés rendraient la circulation difficile. Dans ces camps, on trouve des stocks de nourriture, des salles d'opération, des moyens radio et bien sûr des armes. Au nombre de 3, ces camps sont de véritables capsules de survie pour jour de catastrophe. Voilà, étonnant choc, étonnante rencontre de l'actualité. Pendant qu'on diffusait ce reportage pour le moins curieux, on m'apportait une dépêche extrêmement importante. L'OLP de Yasser Arafat serait prête à reconnaître Israël. L'information est ainsi rédigée. Le président de l'OLP, c'est-à-dire donc Yasser Arafat, aurait signé un document qui reconnaît la validité des résolutions des Nations Unies 242 et 338, vous savez, ces fameuses résolutions dont les Palestiniens ne voulaient pas. Yasser Arafat l'a fait aujourd'hui en recevant une délégation de parlementaires américains dirigée par Paul McCloskey, qui est sénateur républicain de la Californie, qui est ensuite voir la chaîne de télévision CBS et qui a dit aux journalistes, voilà, moi j'ai le document et je vous montre la signature de Yasser Arafat qui a effectivement donc apposé sa signature sous ce document qui reconnaît Israël. Alors, c'est évident que cette information est appelée à de vastes rebondissements. Y a-t-il manœuvre? Yasser Arafat va-t-il confirmer à la télévision ou d'une manière générale ailleurs? Que va faire Jérusalem? Tout cela, évidemment, nous allons en reparler dans notre dernier journal à 23h15 avec Jean-Louis Le Seine. Notre page festival sera ce soir consacrée à un événement chaque année en Bretagne, le festival de Cornouailles qui s'est achevé aujourd'hui. Pendant 6 jours, Jean-Claude Darrigo et Gérard Derlet ont vécu un petit peu au rythme des Celtes à Quimper. Le fait d'être breton, d'appartenir à cette terre, Raymond Lelanne l'a dans le sang, d'autres diraient dans la peau. Instituteur rural, tous ses loisirs, il les passe à l'intérieur de groupes culturels ou folkloriques qui ont en commun la passion du terroir. En pays bigouden ou glasique, pullulent les bagades, ces formations de bignous et de bombardes que fréquente de plus en plus une jeunesse avide de toucher ses racines. La Bretagne, avant tout, c'est un cadre quand même fantastique et qu'on a réussi à préserver, même si ça n'est pas vrai partout. Et c'est aussi un patrimoine, une culture très très riche et qui est encore très très vivante, qui nous permet de nous exprimer de façon toujours authentique. En été, les occasions sont nombreuses d'exprimer l'authenticité de l'âme bretonne. Partout fleurissent les fest-noz et les festivals. Parmi eux, les fêtes de Cornouailles. Créées il y a près de 20 ans, elles drainent pendant 6 jours vers Quimper des dizaines de milliers d'amoureux de la Bretagne, indigènes et touristes confondus. Tous redécouvrent avec émerveillement les sonorités acides des instruments d'autrefois et les techniques simples de l'artisanat local. Et pour quelques francs, on n'hésite pas à s'attaquer à des nourritures qui ont fui depuis longtemps les cuisines des villes. Les problèmes de foie, ce sera pour l'automne. Quant aux Celtes d'ailleurs, ceux d'outre-Manche, eh bien ils se sentent chez eux, sans problème. C'est quand même pas tout à fait ici comme en Écosse, non? Pas tout à fait, mais vous savez, chez nous à Aberdeen, nous avons de vieilles traditions semblables à celle-là. C'est très agréable. À 2 pas des brodeuses et des fourneaux, Raymond Lelanne et ses amis fignolent leur marche et leur gavotte. Le trac dans un peu moins d'1 heure. La fête, c'est l'apothéose? Ah, c'est l'apothéose, hein. Après des mois et des mois de préparation, que je peux demander un festival comme celui-là, c'est certainement l'apothéose.
L'apothéose va se prolonger tard dans la nuit. Sur fond de cornemuse, les ballets s'entrecroisent, mettant en valeur la vigueur des mollets et la couleur des costumes. Dans les auberges environnantes, les bardes racontent la légende du roi Gralon et de sa ville d'Is. Vers 10 heures, la reine de Bretagne 1981 remettra sa couronne en jeu. Sous les applaudissements des badauds, on mangera des crêpes et on boira du cidre. Pour beaucoup, une étape colorée de leurs vacances. Le tiercé à Maison Lafitte, c'est Nicarango ou Nicagongo, enfin bref, le numéro 5 qu'il a remporté devant Winjet et Denaïde. En chiffres sur un ticket de tiercé, vous le voyez, cela veut dire le 5, le 9 et le 19, et cela peut vous rapporter dans l'ordre pour 5 francs, 3732 francs 50, et dans un ordre différent, 746 francs 50. Un mot sur les incendies, pour vous dire que l'incendie des Pyrénées-Orientales a été maîtrisé tout à l'heure. Même chose pour celui de la région de Cassis. Un camping avait été évacué. Alain Gillot-Pétret n'est pas présent ce soir pour nous parler de la météo, mais il a quand même tenu à nous enregistrer ses prévisions pour demain. Petit à petit, le soleil fait son nid, mais les températures resteront fraîches. Demain, beaucoup de brumes ou de nuages bas le matin dans la plupart des régions, mais belles éclaircies l'après-midi, surtout sur la Méditerranée, où le Mistral persistera. On notera des passages nuageux plus abondants sur le nord-est et le nord des Alpes, où quelques averses seront possibles. Température stationnaire de 20 degrés dans le nord à 28 en Roussillon, 30 degrés en Corse. Notre éphéméride, demain lundi 26 juillet, lever du soleil 6h17, coucher 21h36 et la fête de Sainte-Anne. Et oui, la rédaction d'Antenne 2 se dégarnit. Je pars à mon tour en vacances, non sans vous laisser dans les mains expertes de Christine Ockrent pour une semaine, puis de Claude Sérion et d'Hervé Claude. À 23h15 ce soir, c'est Jean-Louis Le Seine qui vous présentera le dernier journal et qui vous développera évidemment abondamment l'information essentielle que nous apprenions il y a 10 minutes dans ce journal, à savoir que le président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, aurait signé devant des parlementaires américains en mission à Beyrouth-Ouest, aurait signé un document reconnaissant la validité des résolutions des Nations Unies 242 et 338. Pour être clair, cela donne le droit à l'existence d'Israël, deux résolutions que jusqu'alors l'OLP se refusait à signer, mais il est évident qu'il faut vérifier cette information qui, si elle s'avère, est extrêmement importante. Et puis demain à 12h45, c'est Françoise Kramer qui présentera le journal et recevra Maya Plisetskaya. Bonne soirée à tous, à très bientôt j'espère.